Cette vidéo est la suite de la vidéo Froid Indus 04. Rappel important, obligation réglementaire, code de l'environnement. Pour intervenir sur un circuit frigorifique, il faut que l'entreprise soit titulaire de l'attestation de capacité et que l'intervenant soit titulaire de l'attestation à la manipulation des fluides frigorigènes. Le port des équipements de protection individuelle est nécessaire pour intervenir sur le circuit électrique et frigorifique. Dans ces vidéos, il peut y avoir des erreurs et des inexactitudes dans les sujets abordés. Gardez toujours ça en tête. Tu peux apporter des compléments d'information dans l'espace commentaire sous la vidéo. Donc là on continue notre tour de la machine, donc cette fois-ci on va avoir la vue côté évaporateur. Donc là on voit du côté de l'évaporateur, on peut voir l'armoire électrique qui est fixée sur l'échangeur. Donc ici c'est la puissance, ici c'est la commande. Là on peut voir l'écran de contrôle du groupe d'eau glacée. On remarquera que l'alimentation électrique provient du sol. Donc là on peut percevoir derrière le compresseur à vis, on voit toujours ici le séparateur d'huile. Là on peut voir le bloc là des deux détendeurs. Ici, on peut voir un capteur de pression. Donc, on verra plus tard ce que c'est exactement dans une autre vidéo. Mais ça va être le capteur de pression BP à contrôler. Quoi qu'on voit ici une vanne d'isolement. Et donc là, ce qui va être intéressant à voir, c'est cette partie-là, là, et cette partie-là. Donc ici, on voit qu'il y a un tuyau qui est pris en haut. Donc à cet endroit-là de l'échangeur, on sera toujours en vapeur. Et là, on le verra plus tard sur une photo. Mais ici, là, il y a un tuyau qui va se mettre sous l'échangeur. Et donc cette petite bouteille-là sert à mesurer le niveau de liquide dans l'échangeur. Donc on voit que s'il y a du liquide, il n'y en a pas beaucoup et il n'y en a que sur le fond de l'échangeur. Car au début, comme je connaissais pas cette machine-là, quand j'ai vu ça, je me suis dit que c'était peut-être un échangeur noyé, ce qui n'est pas du tout le cas. Ici, là, on voit la vanne qui permet d'intervenir sur l'évaporateur au niveau du fluide frigorigène. Et là, ici, là, donc pour le moment, je ne zoome pas, mais ici, on a ce que Tran appelle la pompe à gaz, que l'on peut lire aussi dans la doc sur le schéma de principe, comme j'en ai parlé de leur traduction de pompe à essence. Donc on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, il y a 4 tubes et une électrovanne. Donc cette chose là, c'est ce qui va permettre de récupérer l'huile qu'il y a au fond de l'évaporateur. Donc ça va aller dans ce réservoir là et après tout ça, ça va être injecté dans le compresseur. Donc lorsque je zoome sur la photo, on voit mieux la vanne de service qu'il y a sous l'évaporateur. Donc c'est pour récupérer la charge ou pour tirer au vide. En tout cas, c'est pour intervenir sur le circuit frigorifique. Ici de ce côté là, on a les boîtes à eau. Donc ça, c'est toujours la vanne de vidange en eau de l'évaporateur. Là, on voit bien là le petit système qui permet de mesurer le niveau de liquide qu'il y a dans l'évaporateur. Donc un tuyau en bas qui va ici, donc partie liquide. En tout cas là, il y aura du liquide ou de l'huile et en haut les vapeurs. Donc c'est sur le bus et par contre c'est un capteur de niveau analogique. Ça mesure le niveau dans l'évaporateur en millimètres. Donc après la technologie utilisée pour faire ça, je ne sais pas. Donc là, c'est quasiment sûr que c'est un capteur de pression. On voit là, il est raccordé là, le capteur de pression sur une vanne de service. Si le capteur est mort, on ferme la vanne et on peut changer le capteur sans récupérer la charge qu'il y aurait dans l'évaporateur. Et là, on voit que c'est raccordé sur le bus. Donc là, on peut voir là le système des deux détendeurs avec ce gros bloc là. Donc là, on voit que le liquide en sortie détendeur doit aller dans l'évaporateur. Mais comme on l'avait vu dans la vidéo précédente, lorsque l'on regarde de face le condenseur et l'évaporateur il est beaucoup plus gros que le condenseur. Donc sûrement qu'à l'intérieur, il doit y avoir tout un système de rampe pour distribuer le liquide sur toute la longueur de l'évaporateur. Car ici, de ce côté-là, on l'avait vu, pareil dans la vidéo précédente, il y a la très grosse qualisation d'aspiration du compresseur. Donc le liquide doit ruisseler sur les tubes. À l'intérieur des tubes, l'eau du réseau d'eau glacée circule et donc le fluide absorbe la chaleur de l'eau. Le fluide liquide s'évapore et quand le fluide arrive en bas de l'évaporateur, il est déjà entièrement en vapeur. Donc c'est pas du tout un échangeur noyé. Et donc lorsque je zoome sur ce fameux système là, ce que les Américains ont traduit en français pompe à gaz. Donc bon, pour moi ça veut rien dire pompe à gaz. Comme j'ai déjà dit, je vais le redire. Un gaz, ça se compresse et une pompe, ça pompe du liquide, ça pompe pas un gaz. Donc lorsque l'on regarde en froid commercial sur d'autres machines, à quoi on peut comparer cette chose-là? En réalité, là, ce que tu vois là, ce qu'ils appellent pompe à gaz, en réalité, c'est un mini bouteillon. C'est comme un bouteillon sur une centrale froid. Donc je t'explique. Ici, là, tu es en bas de l'évaporateur. Comme tu peux le voir, il n'y a pas de vanne d'isolement. Donc toute l'huile qui tombe dans l'évaporateur, par gravité, va passer ici, dans ce réservoir-là. C'est juste un cylindre. Donc c'est comme un bouteillon, sauf que d'être
vertical et l'horizontal. L'huile passe ici. Donc ici, on est sur la BP. Ici, on le voit pas, mais on le verra soit dans cette vidéo-là ou sur une autre vidéo. Ici, il y a un clapet anti-roto. Tout ça, c'est une canalisation en acier. Donc là, on a cette bouteille-là. Ici, là, ce petit tuyau-là, il vient du condenseur, là où il y a la vanne d'isolement. On l'avait vu dans les vidéos précédentes. Et là, on a une électrovane. Donc l'huile arrive ici. L'huile, dans ce petit réservoir, va dégazer. Donc là, on est sur la BP. Pour que l'huile aille du côté du compresseur, il faut que l'AHP soit supérieur à la BP. Et d'après les documentations, un des algorithmes de cette machine, ils en parlent dans les docs qui sont accessibles au public. Une des priorités de la machine, c'est d'abord de faire en sorte que l'AHP soit toujours supérieur de 1,7 bar à la BP. Ça, c'est pour que l'huile puisse circuler. C'est-à-dire que si l'eau qui arrive sur le condenseur est trop froide, eh bien, ça pourrait planter le RTHD. Parce que sur le réseau d'eau glacée, obligatoirement, l'eau, eh bien, elle est déjà froide. Donc, suivant comment fonctionne la machine, l'AHP et la BP peuvent être assez rapprochés. Car comme on le sait, pour qu'un fluide circule, il faut qu'il y ait une différence de pression. C'est-à-dire qu'il faut qu'en amont, la pression soit supérieure à la pression aval. Si les pressions en amont et en aval sont identiques, le fluide ne peut pas circuler, c'est-à-dire l'huile ne peut pas circuler. Donc comme l'huile doit aller au compresseur, il faut que ça pousse. Donc quand l'huile est ici, là, t'as un tuyau qui part, on le verra plus tard. Il va, ce qu'on avait vu là dans les vidéos précédentes, à un moment donné, je montre un filtre à huile. Ils appellent le filtre froid avec à côté une électrovane. Ce tuyau-là, il va sur le filtre de retour d'huile froid qu'on avait vu dans la vidéo précédente. Là où il y a le filtre et l'électrovane qui est juste à côté. Après, on a les deux tuyaux qui vont se rejoindre et ils vont aller rentrer du côté du compresseur où il y a les vis. Il va directement donc sur la prise d'injection d'huile au niveau du compresseur, ce qu'ils appellent l'orifice de récupération d'huile. Et moi, je croyais qu'au début, c'était la fonction écho du compresseur. Donc, si la pression est trop faible là-dedans, cette électrovane envoie l'AHP directement là-dedans pour que l'huile puisse aller directement au compresseur. Mais ici, là, on voit qu'il y a un tuyau là qui part. Donc c'est comme dans un bouteillon, hein. Dans un bouteillon, il y a un clapet taré de 1,4 bar ou 1,7 bar, je m'en souviens plus, pour que quand l'huile arrive dans le bouteillon, lorsque l'huile dégaze, pour éviter que la pression monte trop fortement, l'excès de pression va directement dans la BP. Donc ça, c'est un fonctionnement classique des centrales froides au niveau du circuit d'huile. Donc là, l'huile ici, là, quand on regarde les schémas de principe accessibles au public, ça va en haut de l'évaporateur. Sur cette machine là, c'est pas le cas, ça va directement au compresseur. Là où, comme je l'ai dit là où il y a le filtre froid là d'huile là, et bien à côté de ce filtre à huile, donc côté froid, il y a une électrovane, et bien c'est ce tuyau qui va à l'électrovane. Ça va de ce côté-là. Mais après, pour que les choses soient beaucoup plus claires, je ferai un schéma fluidique et le schéma circuit d'huile. Donc je me suis longtemps posé la question comment cette machine savait qu'il fallait ouvrir cette électrovane-là et l'autre électrovane pour vider le réservoir d'huile qui est ici. Donc ce qu'ils appellent la pompe à gaz, c'est juste un réservoir d'huile qui fonctionne comme un bouteillon sur une centrale en froid positif et négatif d'ailleurs, en froid commercial. Parce qu'au début, on le verra plus tard, mais ici là sur l'interface, à un moment donné, on a accès au niveau de liquide dans l'évaporateur, mais moi je pensais qu'il parlait du liquide, c'est-à-dire du fluide frigorigène qui serait encore à l'état liquide au fond de l'évaporateur. Donc là, vu les quantités qu'il y a, à mon avis, là, ce que mesure ce capteur de niveau ici, c'est le niveau d'huile qui est au fond de l'évaporateur. Car moi je les ai vus en fonctionnement, on dépasse jamais, alors lorsqu'ils sont en régime établi, 1 mm de fluide, et souvent il y a même 0 mm de fluide. Donc ce fluide, en réalité, je pense que c'est un capteur de niveau d'huile. En tout cas, c'est ce que j'en déduis de mes observations. Donc si le capteur monte, je pense que l'automate donne l'ordre d'ouvrir les électrovannes là pour vider ce réservoir d'huile. Car ce capteur de niveau sert à rien dans le sens si c'était pour contrôler le niveau de fluide frigorigène, car à partir du moment où on a la pression d'évaporation et qu'on a la température en sortie évaporateur, on sait de combien est la surchauffe. Donc l'automate sait de combien il doit ouvrir ou fermer ses détendeurs pour maintenir une surchauffe correcte au niveau de l'aspiration du compresseur. De plus, la régulation de cette machine est beaucoup plus complexe de ce que l'on peut comprendre des documentations qui sont disponibles. C'est-à-dire qu'en plus, la régulation va prendre en compte la température d'entrée et de sortie d'eau de l'évaporateur. Elle va aussi contrôler donc ce qui rentre et ce qui sort du condenseur. Et elle va aussi contrôler l'intensité qui est absorbée par le compresseur. Donc, c'est tous ces paramètres-là qui sont pris en compte pour pouvoir faire la régulation de la puissance frigorifique de cette machine. C'est pas juste un compresseur qui régule suivant une surchauffe et une valeur de consigne. C'est beaucoup plus compliqué que ça, sachant qu'en plus, je l'ai pas dit, mais il y a un capteur de pression sur l'huile, et ça j'ai dit par contre qu'il y avait un capteur de niveau d'huile sur le réservoir d'huile, et que suivant la pression qu'il y a sur le circuit d'huile et suivant les paramètres de fonctionnement de la machine pourra se mettre en défaut ou pas.
Mais ça, on sait pas trop exactement comment ça marche car c'est pas expliqué dans les documentations qui sont accessibles au public. Et je rajouterai que avant de se mettre en défaut, bien sûr, sauf si c'est un défaut critique, la machine va brider sa puissance frigorifique pour continuer à fonctionner. Donc elle fonctionnera en mode dégradé. Elle pourra pas passer toute sa puissance, mais elle continuera à marcher en puissance réduite. Et elle se mettra en défaut que pour des défauts graves. Donc j'en déduis que ce niveau de liquide, c'est le niveau d'huile. Pour contrôler ce qu'ils appellent la pompe à gaz, qui aurait été un bouteillon d'huile, un petit réservoir d'huile. Mais j'en suis pas sûr, car dans la documentation que j'ai, on peut lire un niveau de liquide, donc c'est ce que je montrais là, le capteur de niveau. Un niveau de liquide relativement bas est maintenu dans l'enveloppe de l'évaporateur, qui contient un léger surplus de fluide frigorigène liquide et d'huile accumulée. Un dispositif de mesure du niveau de liquide surveille ce niveau et communique des informations en retour. Et donc l'automate commande le détendeur, les détendeurs électroniques pour les ouvrir un peu plus ou les fermer un peu plus. Une augmentation du niveau provoque une légère fermeture des détendeurs et une diminution entraîne une légère ouverture de sorte que le niveau reste stable. Donc sauf que moi sur les RTHD et les RTHC que j'ai pu voir fonctionner en régime établi, il y avait toujours entre 0, 1 voire 2 mm maximum de niveau de liquide au fond de l'évaporateur. Donc on dirait que c'est avec ça qu'il maîtrise sa surchauffe, parce que s'il y a 1 ou 2 mm de liquide au fond de l'évaporateur, donc déjà vu où est l'aspiration du compresseur, ça risque pas de remonter, et donc ça veut vraiment dire que au moins l'échangeur accomplit sa fonction, il a bien refroidi l'eau. Et donc ça ne serait pas avec une sonde de température en sortie d'échangeur qu'il contrôlerait sa surchauffe, ça serait avec le niveau de liquide. Et donc ça veut dire que si ce niveau de liquide sert à contrôler la puissance frigorifique que passent les détendeurs dans l'échangeur, ça voudrait dire que les électrovannes qu'il y a, donc les deux électrovannes qu'il y a sur qu'ils appellent la pompe à gaz, qui est donc le mini boutillon d'huile, ça serait probablement contrôlé par des temporisations. Ça serait donc des ouvertures et des fermetures de ces deux électrovannes. Ça se ferait de manière cyclique. Mais après, je n'en suis pas sûr, c'est à contrôler. Donc il y a le réservoir d'huile de l'autre côté qu'on peut voir ici, là. Et il y a le système de retour d'huile, de l'huile qui y aurait au fond de l'évaporateur. Je vois que ça. Et donc là, j'en parlerai dans une vidéo dédiée, mais je vais commencer à en parler maintenant. Ça, c'est un gros point faible de cette machine-là. Car cette petite électrovanne, je crois qu'elle coûte 50 ou 60 euros. Mais je sais pas exactement au niveau de ces cycles combien de fois elle s'ouvre par heure, mais ça c'est une machine donc de process industriel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette machine elle tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et elle tourne, en tout cas celle-là, comme si une machine qui est on va dire maître, elle tourne 8 mois sur l'année non-stop. C'est-à-dire que cette machine-là s'arrête que quand elle est en défaut. Et l'été, alors pourquoi l'été? Parce que l'été il y a le froid de confort qui se rajoute et elle n'est pas assez puissante. Donc on va rajouter une autre catégorie de machines frigorifiques juste pour la saison chaude. Et donc à force de fonctionner là, ce qui va se passer, c'est que, en tout cas sur cette machine-là, c'est un défaut, c'est que l'électrovanne, au bout de quelques années de fonctionnement, elle explose, elle pète. Alors est-ce que c'est à cause peut-être des coups de HP là, je sais pas. Et donc quand elle pète, quand elle casse, si tu es pas là, lui le compresseur, s'il le détecte pas, parce que là quand même il y a pas mal de sécurité sur l'huile. En production, ça peut être difficile à détecter, je pense. En tout cas, s'il arrive, il va le détecter assez facilement. Mais en production, il peut ne pas voir la fuite, ce qui fait que quand tu arrives, tu peux avoir la machine en défaut et avoir perdu 300 kg de fluide. Donc là, c'est cette machine-là, de ce que je sais, parce que bon, moi sur le site, j'y suis arrivé un jour et on m'a dit que cette électrode-là avait déjà pété 2 fois. Donc voilà. Et donc si elle casse, tu vois que ici, il n'y a pas de vanne d'isolement. Là, tu as une vanne d'isolement, mais ici, là, t'en as pas. Ce qui fait que l'évaporateur, théoriquement, il n'y a pas beaucoup de fluide dedans parce que c'est que en fonctionnement, après, c'est que des vapeurs, ça repart à l'aspiration. Donc je pense qu'en fonctionnement, là-dedans, tu dois avoir entre 10 et 20 kg de fluide. Quand je dis qu'il y a 10 ou 20 kg de fluide, c'est par exemple la machine se met en défaut, donc tout s'arrête, les détendeurs se ferment, et je pense que si on devait récupérer la charge dans l'évaporateur, je pense pas qu'on ait plus de 20 kg de fluide. Mais bon, ça, je ne sais pas, j'ai jamais essayé. D'ailleurs, pour information, si un jour ici, là, ça pète, là, ça pisse, donc le groupe, il faut l'arrêter, bien sûr. Une fois que le groupe est arrêté, il faut fermer directement la vanne qui est ici, là, qui est sur l'HP, la vanne d'isolement de ça, là. Et après, il faut fermer derrière là, les 2 vannes sur le refoulement. Il faut fermer la vanne du départ liquide du condenseur. Donc, théoriquement, les détendeurs, lorsqu'ils sont fermés, ils sont hyper étanches. J'ai pu le voir sur d'autres groupes d'eau glacée à détente électronique. Lorsqu'ils sont fermés,
fermé, il n'y a rien qui passe. Mais bon. Et après, il faut prendre une station de récupération, se brancher ici, là, et transférer tout le fluide qui resterait ici dans le condenseur, si t'as pas de bouteille de transfert. Voilà, et une fois que ça c'est fait, après, on peut changer l'électrovanne. Sachant qu'il y a beaucoup d'huile, et quand il y a beaucoup d'huile, il y a beaucoup de fluide dissous dans l'huile, et ça on le voit très bien lorsqu'on fait les interventions sur le circuit d'huile. Lorsqu'on veut dépressuriser une partie de circuit, c'est impressionnant la quantité d'huile qui peut sortir avant de tomber à la pression atmosphérique. Par exemple, il y avait une légère fuite sur un shredder sur l'huile, du côté de l'échangeur à plaques, et donc c'est là où j'ai pu voir que tu fermes les deux vannes d'isolement sur la tuyauterie, tu ne peux pas passer le démon de shredder parce que la manière dont a été placé le shredder, il y a des appareils au-dessus, c'est impossible à passer, donc tu es obligé donc de dépressuriser en récupérant l'huile dans un bidon. Mais j'ai pu constater qu'il y avait énormément d'huile qui sortait avant de pouvoir changer le shredder. Et l'huile sort parce que comme le fluide est dissous dans l'huile, lorsque la pression chute, le fluide se sépare de l'huile. Donc ça monte en pression dans le tuyau et donc ça fait sortir l'huile par la prise de shredder. Et ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc l'idée c'est que si tu as une fuite au niveau de cette électrovanne là, il faut tout de suite, donc bien sûr lorsque la machine est arrêtée, il faut tout de suite fermer toutes les vannes au niveau du condenseur pour éviter que le fluide se barre, car toute la charge est vraiment stockée dans le condenseur. Parce que tu vois ici sous l'évaporateur là, t'as pas de vanne, t'as juste un clapet anti-retour pour que le fluide ne puisse pas revenir de ce côté là, mais de ce côté là le fluide va passer, donc il va se barrer au niveau de l'électrovanne si elle est pétée. Ici là, ça vient directement du condenseur, donc si tu fermes pas la vanne d'isolement qu'il y a sur le condenseur, tout le fluide qui est dans le condenseur va se barrer par ce tube là, d'accord. Ce tuyau qui sert à la base pour dégazer, donc t'as l'huile qui est mélangée avec le fluide pour dégazer le fluide qu'il y a dans l'huile lorsque le fluide se sépare de l'huile, le fluide frigorigène. Et bien ce tuyau là, donc sur cette machine là, parce que sur le plan de principe on le voit aller en haut de l'évaporateur, ici c'est pas le cas, lui il va directement sur l'électrovanne qui est à côté du filtre autour d'huile froid. Donc si cette électrovanne là est fermée, ce qu'il y a dans le compresseur ne devrait pas revenir. Par contre celui-là qui est ici là, celui-là lui il va directement dans le filtre de retour d'huile froid là, celui qui est à côté du compresseur, et après ça va au compresseur. Par contre sur celui-là il y a une vanne d'isolement, donc il faut fermer la vanne d'isolement qui est au niveau du compresseur, et donc il faut fermer la vanne d'isolement qui est sur le condenseur. Celui-là, si l'électrovanne est fermée, ça devrait être étanche. Ici là tu peux rien faire, t'es niqué, tout le fluide qu'il y a dans l'évaporateur va aller à l'atmosphère. Et après il faut oublier de fermer les deux vannes qu'on avait vu là en sortie de séparateur d'huile, et bien sûr la vanne de départ liquide au cas où, même si les détendeurs doivent être étanches. Comme ça, si cette électrovanne la piste, ça limite la casse. Bien sûr si ça arrive la nuit, si ça arrive un week-end, si elle éclate l'électrovanne, suivant la charge de travail du gars qui est d'astreinte, et bien mais tu perdras les 300 kg de fluide. Et c'est déjà arrivé à un de mes collègues lorsqu'il a récupéré la charge de la machine complète pour savoir combien de fluide il restait. Et bien sûr, pour pouvoir changer cette électrovanne là qui avait lâché, il restait que 15 kg sur les 318 kg. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as un détecteur de fuite dans les salles de machine, il y a toujours un détecteur de fuite. Bah, le détecteur de fuite, donc le détecteur de fuite qui est en permanence dans une salle de machine, c'est bien de le mettre de ce côté là car c'est le maillon faible de la machine. Bon après, si le gars est tout seul d'astreinte, même s'il reçoit une alarme fuite, il fera d'abord les urgences, hein, c'est-à-dire il fera ce qu'il peut. Donc je dis ça pour la place du détecteur, parce que des fois les détecteurs sont un peu éloignés des endroits fragiles des machines, et des fois, suivant les salles des machines, elles sont très grandes, il peut y avoir des petits courants d'air, ce qui fait que même s'il y a une fuite, s'il y a une micro-fuite, s'il y a une petite fuite, et bien la fuite ne peut ne pas être vue. Voilà. Et donc c'est tout pour cette vidéo. La suite de la vidéo sera dans Fort Indus 06 et on va continuer, et je vais continuer ma découverte du fonctionnement du RTHD.